Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 26e épisode de La Page Sensible, je vous propose une interview avec Mathilde Gall, autrice militante, travailleuse sociale et aussi une de mes chères camarades d'écriture grenobloise. J'étais très impatiente de l'interviewer à propos du roman Des vies orageuses, un récit à la fois doux et percutant, dont elle est co-autrice et qui vient de sortir aux éditions Le Monde à l'envers. Des vies orageuses, c'est un roman qui raconte les histoires croisées d'Idrissa, jeune Guinéen exilé en France, et de Sarah, tout aussi jeune médecin qui découvre le militantisme autour des questions d'exil et d'accueil. C'est un roman au processus de création très particulier puisque Mathilde l'a coécrit avec le collectif Tcholey, composé d'une dizaine de personnes concernées ou non par l'exil. Je précise que par personnes exilées, nous faisons référence à des demandeurs et demandeuses d'asile, mais également aux personnes qui n'ont pas obtenu l'asile et vivent donc sans papier. Dans cette conversation, Mathilde et moi parlons d'écriture collective, de représentations racistes inconscientes, de variations dans le temps du récit et dans les modes de narration, de burn-out militant, d'ateliers d'écriture, entre autres. Bonne écoute! Bonjour Mathilde Gall. Bonjour. Ça va? Oui, super. Super. Merci d'être là ce soir. Je dis ce soir parce qu'on enregistre un peu tard, il est 21h. On est donc là pour parler de Des vies orageuses, donc un livre que tu as coécrit avec le collectif Tcholey. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le collectif Tcholey et pourquoi est-ce qu'on parle de coécriture en l'occurrence? Ce collectif, il s'est créé à l'occasion de ce livre. Au début, c'était pas du tout pensé pour être un collectif formel. En tout cas, la démarche collective de l'écriture, elle est arrivée assez rapidement puisque c'est à l'origine deux médecins, Riwana et Valentine, qui m'ont proposé d'écrire un livre sur l'exil et la santé. Et du coup, on a tricoté les arcs narratifs ensemble. Et puis ensuite, on a fait des entretiens avec des personnes exilées qui nous ont permis de créer des personnages. Et moi, je me suis retirée pendant 6 mois pour écrire toute seule, en leur envoyant de temps en temps des petits passages de ce que j'écrivais. Et du coup, au bout de 6 mois, le texte était abouti, en tout cas sa première version. Et donc Valentine est partie du collectif. Et avec Riwana, on s'est assez vite dit que pour nous, il ne fallait pas que ce livre il soit fallait pas qu'on soit les seules relectrices. Et on a proposé à des amis et on a lu pendant 6 mois à voix haute tous les 15 jours tout le livre en faisant des modifications. Et c'est petit à petit que le collectif est né par la régularité des personnes qui venaient. Et puis aussi, je pense qu'il est vraiment né le jour où on a décidé de porter la diffusion ensemble et la publication. Quand on a décidé à la fin juillet, on avait tout lu en juillet 2021 et on s'est dit qu'il fallait qu'on le porte dans des maisons d'édition et du coup les personnes qui sont restées dans le collectif, avec ces personnes, on s'est vraiment dit que c'était plus du tout un texte qui m'appartenait à moi ou qui appartenait à Riwana, mais que c'était un texte qui avait été travaillé collectivement. Et à ce moment-là, on a décidé de créer ce collectif qui s'appelait à l'origine Des Hirondelles. Et il y a certains membres qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, et aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes. Et notamment, ce collectif, il a plus de place aujourd'hui parce qu'on a créé une exposition de photos et de dessins à partir d'extraits du livre. Et c'est la première étape où j'avais aucune place. C'est un travail qui s'est fait complètement sans moi. Et du coup, ça a vraiment permis que d'autres personnes prennent le lead sur cet aspect-là du livre. Et maintenant, on peut vraiment dire qu'il y a des animations qui vont se faire sans moi et que c'est un livre qu'on porte collectivement. D'ailleurs, c'est une de nos règles que je ne respecte pas du tout ici. Normalement, toujours le présenter à 2 parce qu'il est créé avec de multiples voix, des personnes exilées, des personnes non exilées, beaucoup de personnages, avec un roman à 2 voix, mais beaucoup de personnages qui sont présentés aussi. Et du coup, pour nous, cette multiplicité de voix, elle devait être aussi portée dans la diffusion. Donc, si je résume, vous étiez
3 copines au début, dont 2 médecins. Et t'étais beaucoup toute seule enfin, pas totalement toute seule, mais on va dire assez toute seule pendant la phase d'écriture du premier jet. Et c'est beaucoup, donc, finalement, la planification en amont qui s'est faite à 3, l'écriture du premier jet un petit peu toute seule, et après la réécriture, et même, j'imagine, plusieurs salves de réécriture que vous avez faites à peu près 10 personnes, plus ou moins, de façon un peu mouvante, quoi. Oui, après, il y a eu aussi d'autres personnes, comme ma maman, qui ont relu. Pour les erreurs d'orthographe, mes colocs aussi. Il y a eu d'autres personnes, mais en tout cas, il y a une version, la version qui a subi le plus de modifications, elle s'est faite avec ce collectif-là. D'accord. Du coup, peut-être, avant d'aller plus loin dans ce processus d'écriture que moi je trouve fascinant, parce que vraiment, j'avais même pas jamais imaginé qu'on puisse faire comme ça. Donc, quand on s'est rencontrés, parce que bon, du coup, on se connaît, on s'est pas rencontrés pour le podcast, mais en fait, on parle souvent d'écriture toutes les deux. Et quand tu m'as dit que vous faisiez ça, moi, j'ai trouvé ça fou. Mais peut-être, pour mieux qu'on comprenne aussi pourquoi c'était important pour toi, pour tes amis, que ce soit une démarche collective, peut-être parler un petit peu des thèmes qui sont abordés dans ce livre. Moi, ce que j'en ai retenu de ma lecture, c'est évidemment que ça parle d'exil. J'ai retenu aussi tout le parcours du combattant que c'est, les aberrations administratives, les violences policières, qui sont, on va dire, incarné par un personnage. Il y a 2 personnages qui s'alternent, 2 points de vue qui s'alternent dans le roman. C'est le personnage d'Idrissa, qui est un jeune Guinéen qui a 25 ans, si je me souviens bien. Et ça parle aussi, moi je trouve, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais pour moi ça parle de burn-out militant aussi. Parce qu'on a ce personnage de Sarah, qui est une jeune médecin, qui vient de terminer sa thèse, donc qui commence sa vie professionnelle, qui se retrouve dans un centre de santé, normalement où elle est censée faire que des dépistages, et où elle se retrouve avec des personnes en face d'elle, où elle se rend compte que ces personnes qui viennent sur le papier juste pour faire un dépistage d'MST, en fait elles vivent à la rue, en fait elles ont des maladies autres, elles ont des problèmes autres. Au début, elle est très très loin de tout cet univers-là, puis elle va se militantiser, comme on peut dire. En tout cas, entrer dans le monde militant. Voilà, c'est ça. Elle rentre dans le monde militant, et puis assez rapidement aller vers une forme d'épuisement. J'avais un petit extrait que j'avais envie de lire là-dessus. C'est la page 195, mais normalement, ça spoil pas trop. Ce serait dommage. C'est un des chapitres qui sont vus du point de vue de Sarah, et on reparlera après des différents modes de narration que vous avez utilisés. Mais quand on est dans la peau de Sarah, c'est à la 3e personne du singulier, c'est-à-dire c'est elle fait, elle dit, etc. La vie de Sarah tourne autour du centre. Coup de fil entre les consultations pour trouver un hébergement, courrier adressé à des confrères, à l'OFI, à l'OFPRA. Chaque pas de plus révèle son lot d'injustice, de précarité, d'aberrations administratives, de racisme, de rejet, de rage. Confrontée à l'infini tourbillon qui entraîne les demandeurs d'asile, elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas que Cynthia avait été violée, qu'Erwin attend les papiers pour arrêter de boire, que Maïsata est toujours à la rue avec ses 4 enfants et le VIH, qu'Abdoulaye disparaît de longues heures sans être capable de dire où il va. Impossible. Et Jules qui vient de sortir, elle devrait le rappeler, essayer de l'orienter. Les autres aussi, farcis d'attente, accrochés à ce minuscule sésame, le permis de séjour, qu'ils n'auront probablement jamais. Sarah connaît les chiffres. 36% de demandes acceptées, dont 11% après le recours à la Cour nationale des demandes d'asile. Elle fait le compte de ceux qui ne sont pas syriens, qui ne sont pas issus d'un pays déclaré en guerre, ceux qu'on ne croira pas, ceux qui pour le rêve d'une vie meilleure ont connu le pire. Ils s'accrochent à l'espoir des papiers comme à une bouée, ce qui va faire d'eux des êtres, des citoyens, des personnes avec des envies, des projets. Que leur dire à tout cela ? Et comment aller en montagne, bivouaquer ou même boire un coup en terrasse après ça ? Comment ne pas lever les yeux au ciel devant les épreuves et les problèmes des bons Français privilégiés ? Comment se jeter dans une société de loisirs après avoir vu toute la journée des personnes qui n'ont même pas le loisir d'être dans la société ? Sarah n'y arrive plus. Tout lui semble futile, indécent. Elle vrille dans la culpabilité sans s'en rendre compte. Coupable d'être française, blanche, privilégiée, coupable et responsable surtout, portant sur ses épaules 500 ans de colonialisme, des millénaires de racisme. Ne pas être complice, accompagnée, dénoncée. Elle défile dans les manifs, lance recours sur recours. Et il y a tout ce que permet son activité chevronnée, les rencontres, les discussions enflammées, l'amorce d'une radicalité entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cela fait battre le sang dans ses tempes aussi. Cela la porte. Elle s'épuise, elle ne le sait pas encore. Alors, je suis très très nulle en punchline, mais là je crois que tu viens de lire la seule punchline que j'avais trouvée de tout le livre, j'étais hyper fière.
Alors, attends, tu penses à laquelle? Parce que moi, j'en vois deux. Ah ouais, moi je pense à... Attends, tiens, donne-moi le truc. Comment se jeter dans une société de loisirs après avoir vu toute la journée des personnes qui n'ont même pas le loisir d'être dans la société? Ouh, jeu de mots. Et moi, je pensais aussi je l'avais noté, elle s'épuise, elle ne le sait pas encore. Et ça, c'est vraiment les prémices du burn-out, quoi, ou en tout cas de l'épuisement. Et donc, pourquoi je voulais qu'on lise ce petit extrait, c'était parce que je trouvais que ça montrait un petit peu les thèmes qui étaient abordés. Et en fait, j'en viens enfin à ma question, après cette longue introduction, qui était pourquoi avoir choisi de traiter ces thèmes sous la forme d'un roman? Alors déjà, peut-être qu'on pourrait séparer la question en deux. Pourquoi avoir choisi de traiter ces thèmes, tout d'abord? Les deux personnes, de médecins qui étaient à l'origine de ce livre, c'est des médecins qui ont travaillé au Cégide, au centre de dépistage de Grenoble. Elles ont fait l'expérience de voir devant elles des personnes qui, en plus de leur maladie, avaient un large panel d'autres problèmes qui étaient beaucoup liés à leur situation de demandeur d'asile ou demandeuse d'asile. Et elles ont fait cette expérience de se retrouver bouleversées par ces situations, de découvrir un monde qui était au-delà de ce qu'elles pouvaient imaginer, et aussi de découvrir la résilience, la force de ces personnes, parce que la consultation médicale, c'est un des seuls endroits où les personnes peuvent se montrer vulnérables. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à défendre, il n'y a pas à se battre. Du coup, elles se sont dit petit à petit que pour elles, c'était très dur de voir l'écart entre le discours qu'on avait sur ces personnes-là, qui était un discours on pouvait les traiter de parasites, de personnes qui ne valaient pas grand-chose, et toute la force que ces personnes montraient au quotidien. Est-ce que le roman montre très bien? En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voulait montrer. Et en fait, il y a eu un moment où elles ont accueilli une famille qui était à la rue et elles se sont approchées d'une association pour essayer de trouver un logement pour ces personnes, parce que rien n'avait marché avant. Et on leur a dit, OK, l'association qui s'appelle Accueil Migrants Grésivaudan leur a dit, on est très d'accord de vous aider, mais on n'a pas les sous. Si vous trouvez les sous, nous, on peut louer un appartement. Et elles se sont mises à écrire en appel aux dons. Et en fait, elles se sont rendues compte, comme ça leur avait fait du bien, d'écrire cet appel aux dons, de mettre en mots la situation et de pouvoir avoir, avec cet appel aux dons, demander à leurs amis qui étaient très loin de ces questions-là, demander à leur famille, en tout cas un peu sensibiliser. Et c'est comme ça que ce livre est venu. Donc d'une envie de sensibilisation. Et en tout cas de partager cette injustice entre ce qu'on disait d'eux et ce qu'elles voyaient en consultation. Je pense que c'est vraiment cette rage d'être face à des personnes qui se battaient à fond, qui ont vécu des choses où je pense que moi je serais morte. Je me suis dit exactement la même chose. Bon c'est bien, ça tombe bien. En tout cas, voilà, ce truc de se dire, mais on ne se rend pas compte que derrière une personne qu'on voit à la gare en train de charger son téléphone, tout ce qu'il peut y avoir comme histoire derrière. Et du coup, elles avaient envie de les montrer. Puis aussi, je pense dans le collectif, on est toutes des personnes soit en lien avec les exilés, soit aussi qui sont en situation d'exil. Et je crois qu'on avait besoin de se soutenir sur ces questions-là. Et ce qui arrive à la deuxième question que j'ai oubliée. Et du coup, c'était pourquoi l'avoir traité sous la forme du roman, alors que vous aviez, à vous trois, puis avec toutes les personnes qui vous ont rejoint par la suite, beaucoup de connaissances. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le roman, on sent qu'il y a une expertise, on sent qu'il y a une expertise médicale, une expertise sociale, une expertise militante. Donc pourquoi avoir choisi de faire un roman? Alors ça, c'est cool parce que c'est vraiment moi qui porte ce truc. Déjà, quand les copines m'ont dit qu'elles voulaient écrire quelque chose, elles voulaient une BD. Je leur ai dit pour le bien du monde entier, il fallait pas que je me mette à dessiner. Et après, moi, je sais écrire que des romans. Enfin, je sais pas écrire des essais sous en forme d'haïku. Ça me semblait un petit peu dur. Dommage. Dur, oui, dur. Et du coup, je leur ai dit déjà qu'avec moi, c'était un roman. De plus, pour moi, mon travail, en tout cas la cohérence dans ma vie, c'est vraiment sur ma croyance que les récits, c'est des forces en marche. Les récits, c'est pas simplement des histoires qui flottent, mais c'est des éléments qui peuvent créer, qui sont créateurs de sens, créateurs de discorde aussi, qui ont en tout cas une très grande force. J'aime beaucoup le travail d'Alice Zeniter, qui est une autrice que j'aime bien et qui a créé On adore. On l'aime beaucoup quand même, qui a créé une conférence qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire ».
Et dedans, elle dit que pour elle, la littérature, elle a pour but de faire des liens entre les sous-mondes. En fait, elle dit, on a l'impression que le monde social, il est unifié. Et en fait, on est tous des petites paillettes de monde et on n'a pas de lien entre nous. Et potentiellement, on peut avoir du dégoût sur des autres paillettes. On le voit très bien aujourd'hui. On voit très bien que, par exemple, moi, je ne sais pas le quotidien d'une danseuse, je ne sais pas le quotidien d'une ouvrière. Il y a beaucoup de monde que je ne connais pas. Et avec le roman, en accédant à l'histoire personnelle d'un personnage, en voyant le monde à travers ses yeux, on atteint la cohérence d'une paillette auquel on n'a pas accès sinon. Et du coup, pour nous, c'était vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fort de se dire que par la fiction, on peut donner une réalité qui est plus forte que simplement en rapportant des témoignages, parce que du coup, il y aura un phénomène d'identification. Et ça, moi, dans mon expérience de lectrice, je sais bien que je suis pas sorcière, mais quand je lis Harry Potter, je m'y crois un petit peu. Ou Germinal, par exemple, m'a beaucoup marqué sur la vie des mineurs de fond. Et du coup, en tout cas, mon expérience de lectrice me pousse à découvrir d'autres manières de vivre. Et ça, c'est vraiment par le roman qu'on le trouve. Et puis également, on voulait qu'il y ait une vraie pluralité de voix. Et cette pluralité de voix, elle est plus facilement portée par le roman parce que c'est facile de faire exister une grande myriade de personnages différents qui portent des voix différentes surtout. Et après, Rihanna porte quelque chose de plus pragmatique, c'est que beaucoup des personnages sont ses anciens patients et dans une optique de les anonymiser, de les protéger, on a recomposé des personnages pour que ça soit moins facile, que les personnes qui nous ont donné leur témoignage soient moins exposées. Donc par exemple, Idrissa, c'est l'expérience cumulée de 3 ou 4 personnes qu'on a reconstituées. Merci pour ces précisions. Déjà, je tiens à dire que je suis tout à fait d'accord avec toi et avec Alice Zéniter pour dire que la puissance de la fiction, la puissance du roman pour se plonger dans la psyché de quelqu'un de différent. Le dernier épisode, celui qui est sorti aujourd'hui du coup, au moment où on enregistre, on a beaucoup parlé de ça avec la personne que j'ai interviewée, Louise Ourcade, où on parlait justement du roman Americana qui a été écrit par une écrivaine nigériane, Chimamanda Ngozi Adichie. Et on disait que justement c'était une des qualités qu'on trouvait dans ce roman, c'est que ça nous plonge dans la jeunesse nigériane. Enfin, c'est une culture tellement différente de nous à laquelle on n'aurait pas vraiment accès. Enfin, moi je trouve que regarder un film, même regarder une série de documentaires, même si on regarde 10 heures de documentaires, c'est pas pareil que de lire un livre où on est amené à ressentir... Apparemment, il se passe des trucs dans notre cerveau quand on lit qui ne se passent à aucun autre moment. C'est-à-dire que regarder un film, ça fait pas la même chose à notre cerveau en termes d'émotion, en termes au niveau neurologique, je l'explique très mal, mais apparemment il se passe vraiment des trucs très très spécifiques quand on lit qui fait qu'on vit l'expérience de la personne. En tout cas, moi, mon retour de lectrice, c'est que j'ai vraiment été très touchée par cette histoire. Et je trouvais que ça permettait vraiment de rentrer dans ces thématiques-là, même quand on n'y connaît pas grand-chose, et c'était mon cas. J'ai trouvé que c'était à la fois très exigeant, pas exigeant au sens difficile, mais que vous avez tenu à être dans quelque chose de réaliste, de très étayé, avec des détails très concrets qui font qu'on a beaucoup d'informations et en même temps c'est facile de rentrer dedans. Et donc en fait c'est accessible sans être neuneux, c'est détaillé sans être difficile. C'est vraiment, je trouve que vous avez su trouver le bon équilibre pour faire rentrer dans un univers, à la fois l'univers de l'exil et l'univers du militantisme sur ces questions d'exil. Et moi je me sentais pas perdue, je me sentais prise par la main. Et notamment grâce au fait que le personnage Sarah, au début, de la médecin, elle y connaît rien non plus sur les questions d'exil. Alors, elle s'y connaît en médecine, heureusement, mais... et même sur la médecine, franchement, alors que quand même, ça pourrait paraître technique par moment, il y a plein de détails qui sont donnés, on sent qu'il y a énormément de vécu. Moi, je savais, parce que c'est écrit à la fin du livre, il y a une petite note, et aussi parce que tu me l'avais dit qu'il y avait des médecins dans la bande, mais ça se sent vraiment, il y a vraiment de l'expertise, c'est très agréable. Moi, j'aime bien quand on rentre dans des métiers comme ça. Et je voulais aussi repréciser sur ce que tu disais. Tu parlais des nombreux personnages, et j'aimerais bien qu'on parle après des modes de narration. Il y a en gros donc 2 points de vue qui s'alternent, le point de vue d'Idrissa et le point de vue de Sarah, mais aussi il y a un petit peu cette galerie de personnages qui sont les patients de Sarah, qui vont venir défiler dans le cabinet, donc on rentre pas vraiment dans leur psyché, on rentre pas dans leur point de vue. Par contre, ils racontent leur histoire à Sarah, il et elle racontent. Et donc voilà, on a accès à leur histoire par ce biais-là. Je voulais te demander, du coup, comment vous avez fait ce choix d'avoir ces 2 points de vue-là, donc Sarah, la médecin française, Idrissa,
l'exilé qui vient de Guinée. Ils ont à peu près le même âge. Pourquoi ces 2 points de vue-là ? Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas un seul ? Eh bien, alors ça me fait me replonger il y a plus de 3 ans. Je crois que j'avais été pas mal marquée par un livre qui s'appelle « De rêve et de papier » par l'autrice Rosanne Lebert, qui présente la situation des mineurs non accompagnés. C'est un documentaire, en tout cas un recueil de témoignages, qui présente sa démarche à elle et qui est aussi en 2 voix. Et je pense que l'avoir lu peu avant de commencer à penser le livre, ça a un petit peu donné une couleur au livre. En tout cas, ça nous a paru clair qu'on voulait parler des patients, on voulait présenter la diversité des patients. Je pense que la voix de Sarah, comme support de parole exilée, nous est arrivée la première. Et puis, en fait, on ne voulait pas que ça soit le personnage principal, ça soit Sarah. Du coup, on a décidé de créer le personnage d'Idrissa, qui est le personnage qui est présenté en jeu, alors que Sarah est en il. En fait, moi, ça nous a posé plein de questions, ces 2 voix, parce qu'on s'est dit, d'accord, on veut que le personnage principal soit pas Sarah, qu'elle soit pas dans une posture de sauveuse blanche. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Sachant que nous, on était 3 femmes blanches, notre expérience, elle était clairement celle de Sarah. Mes 2 copines médecins et d'autres copines militantes ont contribué à créer Sarah. Il y a aussi des choses qu'elle vit qui ont été de mon expérience. Donc, il fallait qu'on fasse quelque chose de l'autre côté. Et moi, en tout cas, ça, c'est vraiment... J'ai fait des tours du jardin de mes parents avec cette question-là. C'était pendant le premier confinement et vraiment, j'avais plein de temps. Je faisais beaucoup de tours. Et en fait, à un moment, je me suis dit, OK, je crois dans les points de vue situés. Je pense que c'est important de parler, par exemple, je parle en tant que femme blanche. Et là, pourtant, il faut que je contrevienne à ça et que je parle, que le je soit utilisé pour un homme noir. Il n'y a pas 36 moyens de rendre un personnage important. Le fait de voir le monde par ses yeux, c'est le moyen le plus efficace pour que ça soit lui le point focal. Et du coup, dans ces tours-là, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, j'accepte, je parle en jeu d'Idrissa, et du coup, je reste avec le « elle » pour Sarah, qui la mettra suffisamment à distance de nous pour qu'on sache comment est structurée la narration. Et puis, moi, j'aime bien écrire en tu. Et du coup, moi, ça m'est venu naturellement quand il parle de ses voyages, de son chemin pour venir de Guinée en France, qu'il s'adresse au tu parce qu'il est habité à ce moment-là par toutes les émotions qu'il a vécues pendant son voyage. Et donc oui, pour donner des exemples, donc tout à l'heure on a entendu l'extrait de Sarah par exemple où elle dit « elle s'épuise, elle ne le sait pas encore ». Donc voilà, quand on parle de Sarah, c'est du « elle ». Et d'ailleurs oui, j'ai pas précisé, on n'a pas encore précisé, mais c'est écrit au présent du coup, pour le livre. Quand on est dans la tête d'Idrissa, donc il dit « je », et puis j'ai retrouvé le papier, j'avais le rond et mon cœur a fait un bruit de tam-tam toute la nuit, etc. C'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on a vraiment sa voix aussi, VOIX. Et après, il y a des flashbacks, en fait, Idrissa, donc le temps du roman, en fait, il se passe sur quelques mois en France. Hein, c'est ça, c'est à Courmarel. C'est dans les Hautes-Alpes, c'est dans... Non, c'est plutôt aux alentours de Grenoble. C'est inventé. C'est dans un milieu qui ressemble à celui de Grenoble, du coup, un milieu urbain. Ah, ok, très bien. Avec une sous-préfecture. Ça marche. Pardon. Et du coup, en fait, Idrissa, régulièrement, dans ce temps présent-là, où il est en France, dans l'attente, dans l'espérance d'avoir ses papiers de réfugiés, donc pour l'instant il est demandeur d'asile, il a des flashbacks donc du chemin entre la Guinée, puis la Libye, l'Italie, la France, en passant par-dessus la montagne au niveau de Briançon, etc. Donc un parcours vraiment difficile, pour le coup c'est assez engageant à lire, et moi j'ai trouvé, et là donc ces passages-là, tu as choisi de les écrire au tu, donc Idrissa il se souvient, et donc là par exemple, si je lis le passage où il passe la montagne à Briançon. Tu descends du bus, le vois avaler l'asphalte noir. Il sera à Briançon dans 20 minutes. Il est 8h30, la neige s'est arrêtée, le vent est tombé, il fait froid. Vous commencez à marcher à droite de la route. Vous vous engagez à la file indienne, 12 silhouettes dans le blanc de la montagne. La neige cède sous vos pas, vous êtes rapidement trempés. Les habits de neige, la peau de transpiration. Le sac pèse 1 tonne sur ton dos, il te ralentit. Tu as promis à Moussa. Un bruit, vous vous couchez par terre, la neige te rentre dans la bouche. Certains rampent sous les sapins. La police! Vous êtes trop visibles, trop nombreux. Vous vous séparez, Younoussa et toi continuez tout droit. Vous sursautez au moindre bruit, prêts à détaler,
à vous enfouir sous la neige. 10 heures. Le ciel est gris au-dessus de vous. Tes jambes te tirent, tu n'en peux plus. Younoussa murmure. On est perdu. J'appelle le frère. Ils discutent en bambara au téléphone. La transpiration entoure ton corps d'un linceul glacé. Le froid peu à peu te grignote le corps. Il a dit qu'il faut le bruit de la route. On descend jusqu'au bruit de la route et on continue droit. Vous la retrouvez, parcourue de voitures, de camions où le vent n'entre pas. Vous la suivez, cachée dans les sapins. Midi. Tu fais 3 pas, restes immobile, le souffle court. Ton cœur tambourine dans tes oreilles. 3 pas, tu t'arrêtes. D'un geste lent, tu retires le sac de ton dos, vides par terre toutes les affaires de Moussa. Tu repars un peu plus léger. 13 heures. Vous n'avez plus de nourriture, vos bouteilles sont vides. Chaque pas provoque un éblouissement. Ce n'est pas possible. Tu ne rêves que de t'allonger, te reposer. Tu sais que tu mourras alors. Enfin, la neige est moins molle. Tu vois le village. Traverser la route pour trouver le chemin. La grande route est trop dangereuse. Il y a beaucoup la police. Un village fantôme. Les remontées mécaniques ne sont pas encore ouvertes. Le chemin s'enfonce dans les bois. Vous sucez de la neige. Votre gorge reste sèche. Le chemin descend. Il y a moins de neige. Vous soufflez de soulagement, heureux de retrouver sous vos pieds la sécurité de la terre, sans ces mottes de nuages dans lesquels vous vous enfoncez. 16 heures. Tu vois quelque chose un peu plus loin. Briançon! Vous dévalez la vieille ville à toute vitesse, glissant à moitié sur les pavés trempés. Vous cherchez le refuge. On vous a dit tout en bas à gauche. Vous tournez longtemps. Un homme s'approche. Un rasta blanc au visage ridé. Il lui manque quelques dents. Il vous accompagne. 17 heures. Vous poussez la porte en bois. Vous vous effondrez sur les chaises. Vous êtes les seuls à avoir réussi à passer ce jour-là. Et du coup, là, effectivement, moi, je sais pas du tout si tu l'avais pensé comme ça, donc tu dis que tu aimes bien écrire au-dessus. Mais je trouve que ça permet une très légère mise à distance qui permet aussi un tout petit peu mieux d'encaisser la dureté de ce qu'il vit, parce que c'est quand même assez... C'est un chemin très, 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 très rude. Oui, et puis, j'avais écrit un roman avant où aussi le tu, il me venait naturellement dans des moments où le personnage, il vrillait, ou en tout cas, c'était un personnage qui était en prison, et du coup, il avait des sortes d'hallucinations. En tout cas, pour moi, c'est une énonciation que je trouve très intéressante dans les moments où le personnage ne s'appartient plus totalement. Où là, il subit ces flashbacks, c'est pas des choses très, très agréables à revivre, et du coup, c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui tournait à l'intérieur de lui-même. Et je trouve que le tu, il montre cette vrille-là. Et du coup, toi, c'est un truc que tu fais naturellement, tu trouves pas ça... Moi, j'ai jamais vraiment pratiqué le tu. Ça s'écrit bien. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça se fait bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. Même dans une écriture de l'intime, je me donne beaucoup d'ordre. Ah, tu vas faire ça, ma petite. Et est-ce que entre le elle et le je, il y a quelque chose qui te vient aussi plus naturellement, ou t'aimes bien jongler? J'aime bien le jeu. C'était pour moi aussi un défi d'écrire en elle. Je l'avais jamais fait. Et en fait, c'est très agréable aussi parce que ça demande moins de travailler sur comment on amène les choses. On peut dire elle est devant un canapé rouge. On va pas se dire mais comment la personne va pouvoir dire que c'est un canapé rouge sans que ça ressemble horriblement surfait. Ouais. Et du coup, c'est très confortable. Mais oui, je crois que c'est plus dur d'écrire au jeu en fait. Mais c'est aussi une écriture qui nous vient aussi plus facilement parce qu'elle permet de plus faire ressentir les choses. Et du coup, moi, ce qui m'a tout de suite frappée dès que je suis tombée sur dès que j'ai découvert en tout cas la voix d'Idrissa, qui m'a frappée, c'est que, en tout cas, c'est pas du tout le même ton. Voilà, bon, c'est sûr, le fait d'écrire au jeu, ça change le ton. Et notamment, il y a aussi le fait qu'il utilise des expressions d'Afrique francophone, user la patience, faire palabre. Pour parler de la montagne, à chaque fois quand il dit « je vais traverser la montagne pour aller à Briançon », en fait, il dit la brousse. Et ça fait partie aussi des petits détails qui nous emmènent aussi dans sa voix, toujours VOIX. Et je me suis demandé comment vous aviez travaillé ça. Est-ce que c'est l'habitude d'avoir affaire à des personnes de ces régions-là, ou est-ce que vous aviez dans votre collectif de relecture quelqu'un qui maîtrisait un petit peu ce parler-là ? Alors ça a été vraiment des discussions, c'est toujours des discussions entre nous. Il y a plusieurs choses. Déjà, moi j'avais passé pas mal de temps avec des Camerounais, qui n'est pas forcément le même vocabulaire qu'Idrissa, parce qu'Idrissa il est de Guinée, ouais. Mais il y a certaines expressions qui sont communes. Ensuite, on avait une personne exilée de Guinée, qui est réfugiée maintenant,
On a une personne dans le collectif qui s'appelle Mamdi, et lui, il a été très, très précieux pour ça. Aussi parce que il me montrait vraiment les moments où j'étais raciste dans mon écriture. Et ça, c'est dur. Moi, je commençais toutes les rencontres avec un peu les fesses serrées en me disant « Waouh, il va encore dire que ça, c'est raciste ». Et des choses, heureusement qu'il l'a dit, heureusement qu'il était là. Moi, ça m'a énormément aidée parce que ça m'a permis de travailler mes imaginaires. Et ça, je lui suis énormément reconnaissante. C'était pas agréable sur le moment, mais en tout cas, c'était pas forcément sur le vocabulaire qui m'attrapait, plutôt sur, notamment moi, un des personnages qui m'a aidé à créer Idrissa, c'est un copain qui adore les animaux. Et du coup, Idrissa, il parlait tout le temps d'animaux. Et ce copain, Mamdi m'a dit, en fait, fais attention parce que on est africain, on est souvent ramené aux sauvages et aux animaux. Du coup, en fait, tu veux pas porter quelque chose de raciste et c'est pas en lien avec le racisme, mais c'est attaché à des thèses racistes. Du coup, à ce moment-là, on a retravaillé le personnage. Et pour cette question du vocabulaire, on a travaillé un peu comme on a pu. Il y a une copine qui avait fait une thèse en linguistique, Clou, qui a relu, pas forcément Idrissa, mais plutôt les parlers angolais, les personnes d'Albanie. Après, là, le dernier gros chantier qu'on a eu, c'était, la dernière fois qu'on en a discuté, c'était de se dire, dans quelle mesure, moi j'ai écrit, donc c'est moi qui ai écrit tous les personnages. Donc ça veut dire que c'est, au début, Idrissa, il parle moins bien français qu'à la fin. Mais aussi, par exemple, il y a une personne albanaise, une copine disait, mais son parler est presque le même qu'Idrissa au début. Parce qu'en fait, moi, je sais pas faire la différenciation dans... en fait, chaque peuple, chaque personne qui vient d'un pays différent et d'une langue différente a certaines difficultés en français. Mais moi, je connais les difficultés qu'on a en tant que Français, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, on ne fait pas les mêmes fautes, quoi. Oui, on ne fait pas les mêmes fautes, ou en tout cas, on n'a pas les mêmes tournures. Et du coup, cette question de dans quelle mesure est-ce qu'on respecte vraiment la parole des personnes selon leur origine, elle se pose toujours. Après, on a décidé d'assumer ça en disant, c'est vrai que c'est pas parfait et on aimerait bien que ça soit mieux, mais pour le moment, on a atteint notre limite d'investissement. En t'écoutant parler, je me dis, c'est fou parce que je sais pas combien d'autrices, combien d'auteurs et combien de maisons d'édition aussi, quand ils accompagnent les textes, vont aussi loin dans la démarche. Et en tout cas, je dois dire que, alors moi, j'ai pas côtoyé tout le monde du monde entier et tout ça, mais en tout cas, en tant que lectrice, un peu éloignée de ces questions-là, quand j'ai lu le livre, j'avais quand même ce sentiment global et général d'authenticité. Et il n'y a aucun personnage où je me suis dit « Ah, ce personnage, c'est un cliché sur pattes ». Et je dois dire que, personnellement, je suis assez sensible à ça. Ça m'arrive très très souvent de lire des livres et de me dire « Ah, ce personnage, c'est un cliché », un peu, beaucoup, passionnément, tu vois. Mais là, vraiment, en tout cas, le résultat, pour moi, on va dire, un peu éloigné de ces questions-là, enfin voilà, j'ai jamais été mal à l'aise en me disant « Oula, c'est cringe ». Oui, et ça, je pense que c'est la relecture collective. Il y a aussi sur plein de petits détails. Par exemple, moi, je connais plutôt des personnes camerounaises, guinéennes, et je connais pas beaucoup de personnes angolaises parce qu'il y en a pas qui sont passées par Briançon. Et il y a une fois, je disais un personnage angolais, elle était en boubou. Et en fait, Clou, du coup, la copine qui a fait une thèse en linguistique, elle me dit, mais je crois pas qu'il y ait de boubou en Angola. Et elle a fait des recherches, et en effet, il n'y a pas de boubou. Et pour moi, c'était tellement marqué. C'est sur ces petits détails-là que les postures racistes, elles sont présentes. Que c'est tellement marqué le boubou comme en habit d'Afrique que du coup, je l'avais mis à toutes les sauces. Et du coup, le travail, leur connaissance, et enfin moi, on avait chacun notre domaine d'expertise, nous a permis de rectifier le tir à certains moments. Je trouve ça génial parce que, tu vois, même moi tout à l'heure, je savais pas comment formuler, tu vois, je disais, bah oui, le français d'Afrique, mais ça veut rien dire en fait. Enfin oui, déjà on peut pas être experte de tout, et je trouve que c'est pour ça, je trouve la démarche collective, elle est hyper fascinante et ça fait trop envie. Je trouve ça trop bien d'avoir joint vos forces comme ça. Et ça a dû te demander du courage aussi, parce que c'est vrai qu'en plus, toi, c'est des questions qui te touchent. Enfin, on est tous touchés par ces questions-là, mais voilà, qui te touchent très particulièrement. Et donc, d'avoir été prête à ce qu'on te dise « Ah, bah ça, c'est une représentation raciste », ça devait être... ouais. Ouais, j'ai eu la chance aussi d'apprendre un peu la vie militante avec des personnes camerounaises qui me volaient régulièrement dans les plumes. Et du coup, pour moi, je le vois vraiment comme une capacité à grandir. Et c'est aussi quelque chose qu'on a envie de porter collectivement. On sait bien qu'on n'est pas parfait et que
notre livre, notre démarche ne sont pas parfaites, mais du coup, c'est quand même mieux de le faire que de pas le faire, et on est vraiment preneuse de comment on peut s'améliorer. Bon, on réimprimera pas le livre, mais en tout cas, il y a plein de domaines où on a vraiment envie de faire preuve d'humilité parce qu'on sait que c'est pas parfait. Mais je trouve en tout cas que sur le global, c'est une démarche super courageuse. Et moi, je peux juste faire mon retour personnel de lectrice, voilà, comme je disais, un petit peu éloignée de ces questions-là, même si bien sûr ça m'intéresse. Moi, je me sens très sensibilisée par ce livre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Voilà, ça fait partie de ces livres qui marquent, ces livres dont je sais que je vais m'en souvenir, tu vois. Parce que les personnages, justement par le pouvoir de la fiction aussi, par tout ce travail que vous avez fait, qui est un travail, pas documentaire, mais un travail de précision, de véracité, et aussi par le pouvoir de ces personnages très incarnés, avec des voix, avec une vie, une histoire, une vie intérieure, qui fait que je me suis attachée, en fait, à Idrissa et à Sarah. Donc en tout cas pour moi, pari réussi. Merci pour ce voyage. Vraiment, hein, vraiment, vraiment, très sincèrement. Je suis trop contente de l'avoir lu. Oui, et moi je crois que cet attachement, moi j'ai déjà écrit des bouquins, mais j'ai jamais été autant attachée à des personnages. Là, je sais que Idrissa, bien sûr, et Sarah, je les aime beaucoup. Mais il y a des personnages secondaires comme Plamedi, Ilka ou Cynthia qui sont des patients, du coup. Ouais, qui sont des patients et qui m'ont beaucoup marquée. Parce que aussi, ça a été extrêmement dur d'écrire leurs histoires. Et c'est vrai que peut-être, comme c'est la page sensible et que j'aime bien parler de... Moi, je me présente ouvertement comme quelqu'un de très, très, très sensible et voilà, j'essaye de m'adresser aussi aux personnes sensibles. Voilà, peut-être un petit trigger warning, c'est pas une promenade de santé, mais je dirais aussi que moi qui suis très, très sensible et très facilement triggerée, j'ai réussi à le lire, j'ai pas sauté de passage, donc ça se lit quand même très bien. Ça va pas, c'est pas du trash, c'est dosé, moi, je trouve, quand même. Et donc voilà, je tiens à le préciser quand même. Oui, peut-être que le conseil que je peux vous donner, mais ça c'est parce que je fais partie des autrices, c'est de le lire jusqu'au bout, parce que si on arrête au milieu, c'est quand même pas super drôle. C'est un peu dur. Et c'est vrai que nous, on a essayé de faire une... Bon là, je fais un petit peu du divulgachage, mais en tout cas, on a essayé de faire une fin qui ouvre sur quelque chose de joyeux. Et c'est le cas. Il y a beaucoup de lumière, mais moi je trouve que c'est quand même tout au long du récit, ne serait-ce que par la force des personnages, et notamment Idrissa, qui est un personnage qui est puissant et qui se laisse jamais vraiment abattre, même pas en fait, il se laisse pas abattre. Et je trouve que en fait, on se dit si lui il peut, moi je peux. Si lui il peut continuer, moi je peux continuer. Enfin moi c'était l'impression que j'avais. Donc ouais, non merci pour ça justement d'avoir écrit un livre qui soit à la fois très réaliste, très documenté, qui fasse vraiment regarder en face des réalités qu'on n'a peut-être pas du tout envie de regarder, mais d'une manière qui est quand même supportable, très supportable, et voire même très agréable, parce que c'est un bon bouquin. Donc merci pour ça. Et du coup, ma dernière question, parce que sinon on va rester là toute la nuit, c'est j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout le travail de fou de promotion que vous faites autour de ce livre. C'est quand nous on s'est rencontrés, toi t'étais en train de chercher la maison d'édition, donc vous étiez en train de chercher la maison d'édition. Depuis, je t'ai vu petit à petit mettre en place tout un système de promotion autour de ce livre que je trouve vraiment dingue, et j'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on est en collectif pour la diffusion, mais on est aussi en lien très fort avec notre maison d'édition qui est Le Monde à l'envers. Et c'est aussi une association, une maison d'édition associative avec des bénévoles qui sont à Grenoble, qui sont organisés en collectif, et du coup, on parle le même langage. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en fait, depuis le début, la diffusion était importante pour nous parce que c'était pas très clair si on voulait organiser des rencontres pour parler de notre livre, ou alors si on avait écrit ce livre pour rencontrer des gens et leur parler de ces questions-là. Du coup, c'était vraiment très important. Et on s'est posé plein de questions sur comment est-ce qu'on allait l'amener. Moi, déjà, ce qui me rassurait beaucoup, c'est de faire des ateliers d'écriture. Parce que déjà, on n'a pas besoin de beaucoup parler en atelier d'écriture. Écrire avec des gens, c'est fantastique. Et du coup, la maison d'édition, tout de suite, a été très soutenante là-dessus. Ils nous ont dit, est-ce que vous voudriez pas faire une expo de dessins et de photos ? Et pour nous, ça a fait du sens, déjà parce que on a dans le collectif des personnes qui sont assez loin de l'écrit ou assez loin du français, et pour qui, du coup, c'était compliqué de prendre part aux relectures. Et du coup, par le dessin, ils ont pu choisir des extraits et les illustrer. Donc ça leur a redonné une place dans le collectif, ce qui était très chouette. Et puis aussi, il est à destination de... Nous, on a envie de le diffuser dans des lieux aussi atypiques avec des personnes loin de l'écrit, comme par exemple, on va en parler à mon travail.
je travaille dans un foyer de personnes en situation de handicap mental. Dans mon foyer, en tout cas, il n'y a personne qui lit. À part les personnes sans handicap visible, toutes les personnes accueillies ne lisent pas. Et du coup, pour leur parler, les dessins, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc ça, on a créé une exposition qu'on fait tourner. Là, elle est à Grenoble, elle va être à Saint-Marcelin bientôt, et puis elle nous suit dans nos tournées. Et on a un format de rencontre littéraire qui dure 1h30 à peu près, qui fait une part belle aux expériences, à nos expériences et aux expériences du public aussi, de la militance, de l'exil, de l'accueil. Là, on a de la chance d'avoir... Le fait d'être en collectif, ça fait qu'on a plein de personnes qui ont plein de compétences, notamment Riwana qui nous a organisé une tournée de 2 semaines en Bretagne, là, les 15 avril au 29 avril. Et ça a été incroyable. On a eu la chance de pouvoir aller à la fois dans des librairies, dans des lieux associatifs, dans des lieux autogérés, dans des médiathèques, dans des cafés. Et ça, c'est vraiment la grande joie parce qu'on a pu discuter de ces questions qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et là, on a très envie de continuer à le diffuser par des tournées et puis aussi des rencontres plus au gré de l'eau ces prochains mois. J'adore t'écouter parler de ce livre, du processus d'écriture, mais aussi du processus de diffusion, parce que tu me disais tout à l'heure, c'est chouette quand il y a des rêves qui se réalisent, et ça se voit vraiment quand on parle, et moi, ça me donne trop hâte de faire la même chose. Ah oui, j'imagine. Merci beaucoup. C'est un plaisir. D'être venu au nom du collectif Tcholey, qui veut dire, si j'ai bien suivi, oiseau en pulaar. En pulaar, ouais. Le pulaar, c'est la langue du peuple Peul. Idrissa, il est Peul. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 26 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que cette conversation avec Mathilde Gall vous aura autant intéressé que moi. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de découvrir le processus d'écriture collective des Vies orageuses. J'ai trouvé ça très inspirant, ça donne envie de se lancer dans des aventures au moins à 4 mains, je trouve. Vous pourrez retrouver le roman dans toutes les librairies de France, de Belgique et du Canada, notamment aussi à la librairie Les Modernes à Grenoble. Si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre ville ou un atelier d'écriture autour des Vies orageuses, je vous invite à contacter le collectif Tcholey par mail à l'adresse hirondelle@grésille.org. Ça s'écrit hirondelle au pluriel @grésille, GRESI2LE.org. Et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode où je prendrai le temps de revenir avec vous sur l'avancée de mes 2 manuscrits en cours, et notamment le fameux manuscrit que je suis en train de soumettre à des maisons d'édition. Et je vous proposerai également pour la première fois un petit atelier d'écriture rien que pour vous, plein d'humour et de douceur. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là je vous souhaite de belles lectures.